Les libertés fondamentales sont en net recul en Tanzanie. Constat d'Amnesty International, l'organisation de défense des droits de l'homme dénonce les actions répressives du président John Magufuli. Au Burkina Faso, les attaques des groupes armés se poursuivent. 15 civils sont tués dans le nord du pays ce week-end. Une manifestation avait été organisée dans la capitale pour soutenir les forces de défense. Et puis, Ebola sévit toujours en République démocratique du Congo. 2 personnes potentiellement porteuses du virus ont été interpellées pour un contrôle sanitaire. Elles se rendaient dans un carrefour commercial de plus d'1 million d'habitants. Mesdames et messieurs, voilà donc pour les titres. Merci de choisir Sika TV pour mieux vous informer. En Tanzanie, les libertés fondamentales ont nettement reculé depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président John Magufuli, dont le gouvernement a multiplié les actions répressives contre les médias et groupes de la société civile. Il s'agit d'une situation dénoncée ce lundi par Amnesty International et Human Rights Watch. Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent un net recul des libertés fondamentales en Tanzanie depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président John Magufuli. Dans 2 rapports distincts publiés ce lundi, elles ont documenté la façon dont le régime impose ses vues en recourant à des lois draconiennes. Selon les 2 organisations de défense des droits de l'homme, les assauts répétés du pouvoir contre la liberté d'expression sont inédits dans ce pays qui a longtemps bénéficié d'une image de stabilité et de tolérance. Le mandat du président Magufuli entre dans sa 5e année ce début novembre et pour des observateurs, la Tanzanie est en train de s'enfoncer à grande vitesse. John Magufuli, qui célébrera ses 60 ans ce mardi, avait été désigné en 2015 par le CCM, le parti au pouvoir, pour porter ses couleurs et succéder à la tête du pays au modéré Jakaya Kikwete. En dépit des protestations de l'opposition sur la sincérité du scrutin, il avait été proclamé vainqueur de la présidentielle d'octobre 2015 après s'être présenté aux électeurs comme l'homme du peuple. Il s'était attaqué à la corruption dès son arrivée au pouvoir, mais très vite, ses détracteurs ont dénoncé son style autoritaire et la multiplication des détentions arbitraires de journalistes ou d'opposants. Le ministre allemand des Affaires étrangères a indiqué que la fin des interférences étrangères dans la crise libyenne serait l'un des objectifs d'une conférence internationale sur le pays. C'était lors d'une visite qu'il a effectuée en Libye. Cette conférence est prévue dans quelques semaines à Berlin en vertu d'un plan d'action de l'ONU. Reportage. Une conférence internationale sur la Libye se tiendra dans quelques semaines à Berlin. Entre autres objectifs, cette conférence vise la fin des interférences étrangères dans la crise libyenne. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, lors d'une brève visite ce week-end en Libye, dans la ville de Zouara, à 100 km à l'ouest de Tripoli. D'après le chef de la diplomatie allemande, les influences étrangères sont un problème fondamental de la crise libyenne. Il s'est exprimé aux côtés de son homologue libyen, Mohamed Tahar Siala, ainsi que de l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé. Les 3 hommes ont pris part un peu plus tôt à une réunion avec Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Aucune date n'a encore été fixée pour la conférence de Berlin, mais elle devrait avoir lieu fin novembre ou début décembre, selon Mohamed Tahar Siala, le ministre libyen des Affaires étrangères. Certaines puissances sont accusées de mener une guerre par procuration en Libye, où le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a lancé une offensive le 4 avril pour s'emparer de Tripoli. Si les Émirats, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la Turquie appuient le gouvernement d'union nationale. En Algérie, les acteurs principaux de la justice ont entamé depuis dimanche une grève illimitée. Vous le savez, le pays vit des heures chaudes depuis quelques mois. Les magistrats entendent ainsi réclamer leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. Les Tauges Noires, à travers le syndicat national des magistrats, ont entamé ce dimanche une grève illimitée pour réclamer l'indépendance de la justice et l'annulation du changement d'affectation de 3000 d'entre eux. Le taux de suivi de la grève est de 96%, a précisé dans un communiqué le syndicat national des magistrats. Cette organisation regroupe le premier noyau de magistrats ayant rejoint le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 22 février dernier. Le ministère de la Justice s'est défendu en affirmant dans un communiqué que les changements contestés ont été validés à l'unanimité par les membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Ce conseil, qui n'a pas réagi dans l'immédiat, décide des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. Il est présidé par le chef de l'État et comprend notamment le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême et 10 magistrats élus par le père. Toutefois, les activités judiciaires étaient à l'arrêt au premier jour de cette grève. Dans la quasi-totalité des juridictions du pays, aucune audience ne s'est tenue. Si cette grève perdure, elle risque d'entraver le processus électoral en cours dans le pays, où une élection présidentielle est prévue le 12 décembre prochain pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission début avril sous la pression conjuguée de l'armée et de la rue. Les juges sont notamment chargés de superviser le fichier électoral et de recenser les résultats du scrutin dans chaque municipalité. Au Burkina Faso, à présent, au moins 15 civils ont été tués ce week-end dans la province du Soum, située dans le nord du pays, par des groupes armés. Les tueries ont donc occasionné une fuite des habitants vers Djibo, le chef-lieu de la province. Voici les détails. Des corps sans vie de 11 personnes ont été retrouvés ce dimanche matin sur l'as Pobé-Mengao, Pétel-Bongo. Probablement les corps des personnes enlevées la veille à Pobé-Mengao par les groupes armés terroristes. Samedi soir, de nombreux individus armés ont attaqué le village de Pobé-Mengao et enlevé plusieurs habitants, pillé des boutiques et emporté des engins. Après le départ des assaillants, les populations ont commencé à quitter le village pour se réfugier à Djibo, surtout après la découverte des corps. Selon des témoins, les individus armés sont revenus dimanche dans le même village où ils ont tiré des coups de feu en l'air pendant plusieurs heures avant de repartir. 4 autres corps ont été retrouvés après ce deuxième passage des terroristes, portant à une quinzaine le nombre de personnes tuées. Selon des sources sécuritaires, des renforts ont été déployés sur le village de Pobé-Mengao dès dimanche soir et des patrouilles de sécurisation effectuées sur toute la zone. Ces mesures devraient être maintenues pendant plusieurs jours en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette localité. Ces nouvelles attaques terroristes interviennent alors que plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou pour exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les violences djihadistes. En Guinée, à présent, des centaines de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest ont été interpellés ces derniers jours. Dans le pays dénonce justement les infiltrations de corps étrangers alors qu'il traverse une crise politique. Néanmoins, cette affaire pourrait être liée aux pratiques controversées d'une société de vente directe. Les explications. Mardi et mercredi, les policiers ont interpellé 141 personnes qui étaient confinées dans des concessions dans la périphérie de Conakry. 84 Bissau-Guinéens, 46 Sénégalais, 9 Guinéens, 1 Burkinabé et 1 Gambien, a indiqué le gouvernement. D'autres opérations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, portant à 300 environ le nombre de personnes interpellées. Cette opération prouve à suffisance la récurrence d'infiltration de corps étrangers tant à Conakry que dans des grandes villes de l'intérieur du pays, estime le gouvernement, alors que la Guinée connaît une vague de manifestations contre un projet de 3e mandat attribué au président Alpha Condé qui ont fait une dizaine de morts. L'action de la police et de la gendarmerie vise à débarrasser la Guinée des mauvaises graines qui n'ont rien à faire ici en cette période de trouble, a déclaré ce dimanche un haut responsable de la police ayant requis l'anonymat. Un responsable de la présidence, le lieutenant-colonel Fodé Bakary Cissé, a toutefois donné une version différente, mêlant aux questions de sécurité celle de la lutte contre les pratiques jugées douteuses d'une multinationale de la vente directe bien implantée en Afrique, CNET. Cette société, dont le siège est à Hong Kong, aurait attiré en Guinée des jeunes de plusieurs pays et leur aurait vendu des produits divers à charge pour eux de les revendre à leur entourage. En Guinée comme dans d'autres pays africains, il se trouve que le modèle d'affaires de CNET est méconnu, ce qui ouvre la brèche à des incompréhensions et à l'assimilation à des modèles illégaux tels que les plans pyramidaux, s'est défendu un responsable de la société. En République démocratique du Congo, 2 personnes potentiellement porteuses du virus Ebola mais ne présentant aucun symptôme de la maladie ont été interceptées alors qu'elles se rendaient dans un carrefour commercial de plus d'1 million d'habitants dans l'est du pays. L'information a filtré ce lundi de sources sanitaires.
2 contacts à haut risque, âgés de 25 et 24 ans et non vaccinés, ont été interceptés au point de contrôle de Maboya, dans le territoire de Beni, dans le Nord Kivu, affirme le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution d'Ebola daté de samedi. Ils sont venus de Kabacha et se rendaient à Butembo. Tous les deux étaient asymptomatiques lors de leur interception. Ils ont été remis à l'équipe de surveillance, ajoute le bulletin. Par ailleurs, les activités au point de contrôle de Maboya à Beni, dans la province du Nord Kivu, ont été perturbées suite à l'incursion d'un groupe armé vendredi, indiquent les autorités congolaises. Depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018, il y a eu au total 2180 décès d'Ebola en République démocratique du Congo. C'est la deuxième épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis 1976. Après l'évaluation, l'OMS a maintenu l'épidémie en cours en RDC comme une urgence sanitaire mondiale. Le cumul des voyageurs contrôlés par prise de température aux 111 points de contrôle sanitaire mis en place par les autorités sanitaires est de 110 18 610 au 22 octobre. Ces points de contrôle sont situés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et éviter la propagation de l'épidémie dans les pays voisins, selon les autorités sanitaires. Et puis c'est une première dans l'histoire de la Colombie. Une femme est élue maire de la capitale Bogota. Claudia Lopez a remporté les élections municipales dimanche dernier dans cette ville de plus de 7 millions d'habitants. Elle promet s'attaquer à certains maux tels que le racisme et la corruption. Une femme considérée comme incorruptible et ouvertement lesbienne a été pour la première fois élue maire de Bogota, la capitale de la Colombie, lors d'un scrutin local qui s'est déroulé dans le calme en dépit d'une campagne émaillée de violence. Par ailleurs, le parti issu de l'ex-guérilla FARC se présentait devant les urnes pour la deuxième fois depuis l'accord de paix de 2016. Claudia Lopez, 49 ans, candidate de centre-gauche, a été élue maire de la capitale qui compte 7,2 millions d'habitants à l'issue de ce scrutin visant à renouveler autorités municipales et départementales. Lopez s'est imposé à moins de 3 points d'avance sur son principal adversaire, le libéral. Aujourd'hui, Bogota a voté non seulement pour que la ville change dans les 4 années à venir, mais aussi pour que cette génération change notre société, a lancé cette ex-sénatrice opposante de la droite conservatrice au pouvoir depuis plus d'1 an et qui a subi dimanche une sévère défaite. Sa victoire ouvre un nouvel chapitre dans une Colombie traditionnellement dirigée par des hommes, des élites libérales et conservatrices. Bien que favorable au processus de paix, Claudia Lopez avait cependant refusé toute alliance avec le parti FARC en raison du passé violent des ex-guerrilleros. Quelques 36,6 millions d'électeurs étaient appelés à désigner notamment 1101 maires et conseils municipaux, ainsi que les gouverneurs des 32 départements du pays et leur assemblée. Les nouveaux élus prendront fonction le 1er janvier 2020. Mesdames et messieurs, ici se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.